Chapitre 9, spectromètre de masse, qui contient en fait le sélecteur de vitesse, le spectromètre de masse et le canon à ions qui ionise les échantillons qu'on va utiliser dans le spectromètre de masse et dans le sélecteur de vitesse. Le spectromètre de masse est en fait constitué de 3 parties et on regarde ces 3 parties-là une après l'autre et je vous pointe au fur et à mesure qu'on avance les parties qui sont importantes et essentielles. Le premier, c'est le canon à ions. Lui est facultatif. Je vous l'explique rapidement quand même pour comprendre le point de départ du spectromètre de masse. Avant de partir, là, il faut que je vous dise que le spectromètre de masse, le sélecteur de vitesse, c'est tout ce qui compose cette sous-section-là. C'est une application directe, importante et intéressante de la combinaison des forces électriques et magnétiques, les deux en même temps. Et on va servir de l'équation qu'on a vue là sur la force magnétique pour appliquer ça et voir à quoi ça peut servir. Dans le livre, il y a plusieurs autres applications, là, dont le synchrotron, les courants, l'effet Hall, etc. Là. Ces applications-là seront pas matière à examen. La seule qui est matière à examen, c'est le sélecteur de vitesse, canon à ions et spectromètre de masse qui sont regroupés ensemble dans la même section. Alors, voyons comment ça marche. Canon à ions, vous avez... tout ça serait à l'intérieur là d'une espèce de cloche de verre ou d'acier épais là dans laquelle on aurait fait le vide. Donc vous imaginez là qu'on est dans le vide, il n'y a pas d'air et c'est nécessaire qu'on soit dans le vide, non seulement pour le canon à ions, mais aussi pour les deux autres parties, le sélecteur de vitesse et spectromètre de masse. Sinon, on aurait des collisions entre les ions en question et les particules du gaz. Donc, on fait le vide à l'aide de pompes et là, on a à la gauche le filament. Le filament est alimenté par une source d'environ 6 volts et il va circuler là-dedans un courant relativement fort, en tout cas assez fort pour, par effet Joule, là, chauffer dramatiquement le filament qui va pas prendre en feu puisqu'on a retiré l'oxygène de la cavité dans laquelle on se trouve. Il va simplement devenir excessivement chaud. En fait, tellement chaud qu'il va dégager des électrons thermiques. Ces électrons-là vont se dégager du filament et vont être disponibles pour être accélérés. Et les électrons, c'est l'ion le plus simple au monde. C'est juste un électron négatif. Moi, je veux considérer par contre là, des sources d'ions positifs. Pour garder les choses simples, on va travailler avec des particules qui sont positives. Le filament est pratique pour générer des électrons thermiques et effectivement, c'est ça qu'on fait là, quand on veut avoir des particules négatives facilement à notre disposition pour ensuite les accélérer. On utilise un filament. On peut aussi ioniser à l'aide d'un filament ou de d'autres choses un échantillon qui contient peu importe quoi et transformer par exemple de l'arsenic en arsenic 2+, du sodium, on peut l'ioniser aussi pour avoir l'ion sodium, le chlore, même chose pour le Cl-. On va utiliser un filament ou une autre source d'énergie pour transformer un échantillon en son ion, en ses ions, même s'il contient plusieurs substances, c'est correct. Une fois qu'on a cet ion-là, je vais faire semblant que c'est une particule positive, mais ça marche aussi avec les négatives, on va l'accélérer. Donc le filament, vous n'avez pas besoin d'expliquer comment ça fonctionne, vous devez prendre pour acquis que ça génère des ions, positifs ou négatifs, et ensuite on accélère à l'aide d'un champ électrique. Le champ électrique, là, il est entre le filament et la grille qui est à droite. Pour avoir un champ électrique assez intense, pour accélérer nos ions, positifs ou négatifs, on doit utiliser une grande source de tension qu'on connecte avec un côté sur le filament, le côté positif ici, et l'autre côté sur ce qu'on appelle la grille. Conséquence, la grille va devenir négative, on peut l'appeler V-, potentiel négatif, et le filament, V++, par rapport à la grille, lui va être positif. Ça va nous générer un champ électrique qui part du plus vers le moins, un champ électrique qui est important, qui est fort. Il va être proportionnellement fort au nombre de volts qu'on a placé. J'ai écrit 600 volts. Ça pourrait être 6000 volts, ça pourrait être 10 000 volts. Plus vous voulez garrocher vos ions avec une vitesse qui est grande, plus vous mettez du potentiel en volts entre votre filament et votre grille. Ce qui se passe, c'est que les ions vont subir la force électrique Q fois E et vont être accélérés avec une force F qui va produire une accélération A
vers la grille. Et là, vous dites, c'est quoi la grille? Ben, c'est une passoire ou un moustiquaire. Imagine une grille là, comme un moustiquaire qu'on met sur les fenêtres ou comme une passoire en métal. C'est ni plus ni moins la même chose. Là, c'est un morceau de métal dans lequel il y a plus de trous que de métal. Et ce que ça fait, c'est que ça va attirer les particules positives qui vont se garrocher à toute vitesse par attraction électrique vers la grille. Et à place de se cogner dessus et puis d'entrer en contact pour faire un impact, ben, il passe au travers. Comme il y a plus de trous que de métal, les particules vont sortir de la grille et vont quitter le canon à ions avec des vitesses qui sont très, très grande. Maintenant, vous vous dites, ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive si on a des électrons ou des ions négatifs? On a des systèmes pour ça, là, où on va à l'aide d'un courant alternatif alterner le plus, le moins, et faire un système pour le moins, un système pour le plus. Et on utilise le même principe, c'est juste qu'on va inverser, on va intervertir la polarité, le plus d'un côté, le moins de l'autre, et on va attirer nos électrons vers la droite aussi. On peut faire ça, on peut même faire les deux en même temps, attirer les moins et les plus, là, par intervalle de quelques nanosecondes vers la droite et garrocher tout ce monde-là, les particules ionisées de notre échantillon, à toute vitesse vers la droite. Donc ça, c'est le principe du canon à ions qui nous permet d'accélérer, de produire et d'accélérer des particules ionisées à partir d'un échantillon ou, encore plus simple, à partir simplement du filament. On produit des électrons pur comme ça, et on travaille avec. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le sélecteur de vitesse. Là, écoutez, je vais pas faire de statistiques trop longtemps ou compliquer les choses quand c'est pas nécessaire, mais à la sortie du canon à ions, on a des particules qui vont vite, des ions rapides, mais qui n'ont pas tous exactement la même vitesse. Regarde bien, ici, c'est le nombre statistique de particules ioniques et sur l'autre axe, c'est la vitesse en mètres par seconde. Je vais pas graduer, mais regarde bien, à la sortie du canon à ions, on a une espèce de gaussienne, une cloche comme ça, et vous avez une distribution très, très large des particules par rapport à leur vitesse. Dans le spectromètre de masse qui va analyser la composition de ces particules-là, on veut pas avoir une distribution très large. Ça voudrait dire qu'on connaît pas la vitesse exacte des particules. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le sélecteur de vitesse qui, comme son nom l'indique, va filtrer les particules ioniques pour conserver seulement une mince bande de particules qui ont à peu près toutes la même vitesse, et on va dire que les vitesses des particules qui vont sortir du côté out du sélecteur de vitesse vont à peu près être toutes égales. Les vitesses des particules qui entrent, eux, sont n'importe quoi, à peu près arbitraires, mais statistiquement répartis comme je vous l'ai montré. Donc, le travail du sélecteur de vitesse, c'est de nous débarrasser de toutes les particules qui ont des vitesses trop faibles et de toutes les particules qui ont des vitesses trop fortes et de conserver seulement les particules qui ont la vitesse V connue et désirée qu'on peut régler sur les boutons et les paramètres du sélecteur de vitesse. Voyons comment ça fonctionne. À l'entrée du sélecteur de vitesse, on aurait le canon à ions. Il faut imaginer que de ce côté-ci, à gauche, c'est le canon à ions qu'on a placé là. Et à l'entrée du sélecteur de vitesse, on récolte les particules générées par le canon à ions. Imaginons que c'est un ion positif, comme je l'ai dessiné tout à l'heure, qui se dirige avec une vitesse V vers la droite. Que vaut sa vitesse V? Je le sais pas. En fait, en réalité, il y a des milliards et des milliards de particules ioniques qui ont toutes des vitesses différentes et on veut conserver seulement certaines de ces particules-là qui ont une vitesse bien particulière. Ce qu'on fait, c'est qu'on place deux plaques chargées qu'on maintient avec une différence de potentiel V++, V-, à une tension donnée avec une source. Je ne l'ai pas dessiné, mais il faudrait imaginer qu'il y a une source entre la plaque du haut et la plaque du bas. Et ça va générer un champ électrique que j'ai placé en rouge. La particule va subir une force électrique, Fe, dans la même direction que le champ électrique, si elle est positive, vers le bas. Et normalement, cette particule-là irait s'écraser sur la plaque négative qui est en bas par attraction électrique, sauf que on a prévu un champ magnétique uniforme et constant
qu'on génère probablement avec deux gros aimants dont on place un pôle par-dessus la cavité et un autre pôle en dessous de ma feuille, en dessous de la cavité, qui nous génère un champ magnétique avec des pôles nord et sud, uniformes et constants, partout à l'intérieur du sélecteur de vitesse. Conséquence, il va y avoir une force magnétique FM que je vais dessiner en bleu, générée par le champ B1 uniforme et constant. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise la règle de la main droite. On place nos 4 doigts dans la direction de la vitesse, vers la droite. On replie R vers le champ B1 qui entre à l'intérieur de la feuille et on se ramasse avec une force magnétique vers le haut. La game, c'est la suivante. Si FM, la force magnétique, et FE, la force électrique, ont exactement le même module et sont visiblement de sens opposé, à ce moment-là, la somme des forces sur ma particule égale 0, il n'y a pas d'accélération et elle garde sa vitesse uniforme, constante, et elle va réussir à sortir dans le trou qui est percé à travers l'écran à droite du sélecteur de vitesse. Par contre, si FM, la force magnétique, est trop grande par rapport à FE, la particule va entrer en collision avec la plaque supérieure et va jamais réussir à sortir du sélecteur de vitesse. Même principe, si FE, la force électrique, est trop grande par rapport à FM, il va y avoir collision vers le bas, sur la plaque en bas. Et vous imaginez qu'il va falloir nettoyer à un moment donné les plaques, là, parce qu'elles vont être toutes sales, mais c'est bon, c'est ce qu'on veut. Donc, on doit avoir FM égale FE pour que la particule puisse continuer en ligne droite sans subir de déflexion, ni par la force magnétique, ni par la force électrique. Et on va écrire FE égale FM. C'est la condition mathématique pour sortir du sélecteur de vitesse ou, si vous voulez, pour être sélectionné en tant que particule capable de passer au travers. FE, c'est Q, la charge de la particule, fois le champ électrique. FM, comme on est à 90 degrés partout, c'est QV fois B, rien d'autre. Tout est perpendiculaire. On peut annuler la charge Q, qui est la même de chaque côté, et isoler la vitesse V, qui va être égale à E sur B. Et je prends la peine d'écrire B1 puisque c'est le champ magnétique numéro 1. Il va y en avoir un deuxième qu'on ne devra pas confondre avec le premier tout à l'heure. Donc, les particules qui réussissent à sortir répondent à la condition mathématique que leur vitesse est égale au champ E divisé par le champ B à l'intérieur du sélecteur de vitesse. Et comment on fait pour choisir une vitesse en particulier? Bien, il y a des boutons. Sur le sélecteur de vitesse, vous avez 2 boutons. Un pour régler le champ E et un pour régler le champ B1. En fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de bouton. Il y a un seul bouton où vous réglez E sur B1. En fait, c'est pas vrai. Il y a un ordinateur qui fait tous ces réglages-là pour vous et vous entrez bêtement la vitesse que vous désirez et l'ordinateur règle les paramètres du champ électrique et du champ magnétique B1 à l'aide d'un électroaimant là, et d'une source. On vient régler ça. C'est fait par automatique. Il faut calibrer, là, mais c'est fait automatique et ça se passe bien. Et vous sélectionnez comme ça la vitesse des particules qui vont sortir. Bon. Ça va pour le sélecteur de vitesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce flux de particules-là qui ont toutes la même vitesse? On les envoie dans le spectromètre de masse. L'entrée du spectromètre de masse est à gauche. Et à l'entrée du spectromètre de masse, vous devez imaginer qu'on a notre sélecteur de vitesse qui est ici, qui a fait son travail et qui nous fournit un faisceau de particules à vitesse constante et à peu près connue. C'est quoi cette vitesse-là? Ben, c'est celle de tout à l'heure, E sur B1. On connaît la vitesse des ions qui vont entrer dans notre spectromètre de masse. Qu'est-ce qu'il y a dans le spectromètre de masse? Ben, encore une fois, c'est une grande cavité où on a fait le vide à l'aide de pompes thermomoléculaires ou autres. Donc, il n'y a pas de gaz, pas de particules avec lesquelles les ions peuvent entrer en collision. Par contre, il y a un champ électrique que je vais appeler B2, uniforme et constant, et probablement différent du champ magnétique. J'étudie champ électrique, c'est un champ magnétique, évidemment, B2 en Tesla, qui est probablement différent du champ magnétique qu'on avait dans le sélecteur de vitesse. On connaît le champ B2 et c'est nous, les techniciens, qui vont générer ça. Et j'ai dessiné un champ qui entre à l'intérieur de la surface de ma feuille. Ce qui va se passer, c'est que on va subir une force magnétique, FM, qui va tirer notre ion
vers le haut dans ce cas-ci, vous pouvez faire la règle à main droite, et qui va nous générer un mouvement circulaire uniforme. Sauf qu'on n'aura pas le temps de faire une orbite au complet. On va être arrêté par ce qu'on appelle le détecteur d'impact, qui est rien de plus, rien de moins là, qu'un genre de détecteur d'appareil photo, là, un capteur d'impact. À place d'être l'impact des photons comme dans un appareil photo, c'est l'impact des particules ionisées qui va mesurer, et il est capable de nous dire, pixel par pixel, où va se trouver la collision entre mon ion et le détecteur, la surface du détecteur. J'ai fait l'axe X et on vient mesurer le diamètre par rapport au point d'entrée 0 du demi-orbite du mouvement circulaire uniforme de notre ion. Et là, on peut analyser et faire les mathématiques. On va avoir R est égal à M fois le champ E sur Q, B1, B2. Si vous vous demandez d'où je sors ça, E sur B1, c'est la vitesse V, et j'ai été chercher l'équation pour le rayon R. Nous, en fait, c'est pas le rayon R, c'est le diamètre D, mais c'est pas tant un problème parce qu'on sait que notre diamètre est égal à 2 fois le rayon R. Donc, on pourrait remplacer R par D sur 2 et ce serait correct aussi. Et là, j'attire votre attention sur la partie M divisé par Q. M divisé par Q, c'est le ratio de la masse de notre ion divisé par sa charge. Et ça donne que ce truc-là, c'est une propriété caractéristique de chaque substance. Ça veut dire que chaque substance, chaque élément du tableau périodique, sodium, calcium, azote, carbone, arsenic, name it, possède un ratio masse sur charge pour son ion qui est connu et unique. Et ça veut dire que, comme on connaît le champ électrique E dans le sélecteur, comme on connaît B1, le champ magnétique dans le sélecteur, comme on connaît B2, le champ magnétique dans le spectromètre, et comme on vient de mesurer le diamètre de l'orbite circulaire, les seuls inconnus qui nous restent, c'est M sur Q, et ça tombe bien, parce qu'on peut les calculer et consulter Internet ou n'importe quelle source avec un tableau de M sur Q et identifier, et c'est à ça que ça sert le spectromètre, identifier les ions qui composaient la substance qu'on a ionisée à l'intérieur du canon à ions. Avec le spectromètre, on est capable d'identifier la composition d'échantillons inconnus. On les place dans le canon à ions, on les fait passer dans le sélecteur de vitesse, on l'analyse dans le spectromètre de masse, on mesure D, on fait une comparaison et une calibration, et on est capable de dire, dans cet échantillon-là, il y avait du calcium, et mieux que ça, on est capable de compter le nombre d'impacts par seconde et donner des concentrations en ppm. Il y a des appareils comme ça, il y a à l'INSPQ, il y en a à différents endroits. Vous pouvez pas en construire un chez vous, là. Ça prend la grosseur de votre sous-sol au complet ou plus, et ça prend de la technologie pour faire le vide à l'intérieur de ça, là, qui est difficile à obtenir, mais vous comprenez le principe de fonctionnement. Il n'y a pas d'autre chose à savoir là, sur le spectromètre de masse, et vous en savez assez pour répondre aux questions qu'on va vous poser dans les exercices et à l'examen.